Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal. La méliponiculture, qui est l'élevage des abeilles sans dard, commence par s'installer au Togo. Cet élevage pratiqué par les jeunes démontre de l'engagement de cette jeunesse dans la préservation de la biodiversité. Et détail dans un instant. La Côte d'Ivoire mise sur l'énergie solaire pour développer les activités dans l'est du pays. Une politique récemment adoptée en Conseil des ministres va permettre aux ménages et infrastructures d'être alimentés par des panneaux photovoltaïques. 2,2 milliards de personnes vivent sans eau potable à travers le monde d'après le dernier rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Qu'est-ce qui explique cela? Les détails dans cette édition. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal. On commence par le Togo où la méliponiculture, qui est l'élevage des abeilles sans dard, émerge comme un vecteur prometteur pour l'environnement et la préservation de la biodiversité. Une aventure écologique fascinante se dévoile et illustre de l'engagement de la jeunesse en faveur de la protection de la biodiversité. Irène Papadina nous en dit plus. À l'instar du Brésil où la diversité de plus de 400 espèces de mélipones fascine et inspire, le Togo abrite plusieurs espèces d'abeilles uniques sans dard, adaptées à son écosystème tropical. Avec l'assistance de Togbé Michel Kositievi, chef de village, une dynamique novatrice a débuté en 2020 avec la capture et le transfert d'un essaim de mélipone à Lomé. Cette espèce capturée sur le plateau de Donhi a été provisoirement identifiée comme Melipona ferruginea et installée dans un écrin de verdure. Depuis, l'essaim initial a prospéré au cœur d'Olomé grâce aux techniques de gestion et de division des ruches inspirées par les spécialistes brésiliens et kenyans. L'activité de recherche s'est intensifiée et 2 autres espèces d'abeilles sans dard ont été capturées. Des travaux scientifiques sont en cours pour leur classification définitive. Ces abeilles qui peuplaient la Terre bien avant la séparation des continents jouent un rôle crucial dans la pollinisation et la préservation de la biodiversité locale. Ainsi, des jeunes scientifiques se sont engagés dans la valorisation de la méliponiculture et s'efforcent de comprendre leur impact sur l'écosystème local et leur contribution potentielle à la pollinisation et à la biodiversité. Les abeilles sans dard, par leur nature docile et leur incapacité à piquer, offrent une opportunité d'interaction directe avec les humains, favorisant ainsi leur élevage et l'étude de leur impact environnemental. Le miel fourni par cette espèce est plus liquide et de couleur jaune ou orange au goût d'un jus de fruits. Il est hautement apprécié pour ses qualités nutritives et médicales. La méliponiculture au Togo, bien que prometteuse, fait face à des défis similaires à ceux rencontrés au Brésil, tels que la réglementation autour de la commercialisation du miel de mélipone et la nécessité d'adoption des techniques d'élevage. Le potentiel pour une filière mélicole durable est immense, avec des implications pour la conservation, l'éducation et l'économie locale. Ces jeunes engagés mettent en avant la nécessité de sensibiliser le public sur la protection et l'importance de ces abeilles dans la préservation de notre écosystème. L'histoire de la méliponiculture au Togo est un vibrant rappel du potentiel de la jeunesse engagée à influencer positivement l'environnement. Elle incarne un appel à repenser notre interaction avec la nature, soulignant l'importance cruciale de chaque espèce dans l'écosystème mondial. Direction la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a validé une politique de développement socio-économique de l'Est du pays. Celui-ci est axé sur la durabilité. Les ménages et les activités économiques de cette région de la Côte d'Ivoire seront alimentés avec de l'énergie solaire photovoltaïque. Les précisions avec Alexandra Adekambi. La Côte d'Ivoire inscrit la durabilité au cœur de ses politiques de développement. Le pays d'Afrique de l'Ouest abrite actuellement plusieurs chantiers d'énergie renouvelable dans l'optique de décarboner son mix électrique encore dominé par les énergies fossiles, notamment le gaz, qui sert à produire plus de 73% de son électricité. À l'est du pays, la politique de développement socio-économique sera davantage axée sur la durabilité, avec notamment la construction d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque.
Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, le gouvernement ivoirien a validé un prêt de plus de 33 milliards de francs CFA accordé par une agence allemande de développement en appui au financement de la mise en œuvre du projet de développement durable de l'Est de la Côte d'Ivoire, portant notamment sur la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Sérébou. D'une capacité de 25 MW crête, le parc solaire prévu près de la ville de Bandjoukou permettra d'améliorer du mix électrique de la Côte d'Ivoire en faveur des énergies décarbonées, l'amélioration de l'accès à l'électricité dans les villes de la région d'Ifou et la réhabilitation ainsi que le renforcement des équipements de téléconduite et de télécommunications dans les postes sources de la région. L'Est de la Côte d'Ivoire accueillera bientôt une autre centrale solaire photovoltaïque construite cette fois-ci par un producteur indépendant d'électricité. À Bandjoukou, l'entreprise émirienne Amea Power investira 56 millions d'euros dans une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête dans le cadre d'un partenariat public-privé. La centrale sera connectée sur le réseau de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE qui achètera sa production pendant 25 ans. Outre la diversification du mix électrique, ces centrales augmenteront la capacité installée de la Côte d'Ivoire. En 2022, la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest affichait une capacité installée de 2229 MW, dont 27% produites par des centrales hydroélectriques. Le gouvernement ivoirien ambitionne de produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. On reste en Côte d'Ivoire pour continuer cette édition. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les récents déguerpissements orchestrés par le ministre-gouverneur d'Abidjan, Cissé Bakongo, pour lutter contre le désordre urbain a provoqué des mécontentements parmi les populations. Cette initiative visant à réorganiser l'espace urbain de la ville a été au cœur d'un panel organisé par l'ONG Génération Engagée pour le Développement. Les experts réunis ont souligné les défis environnementaux auxquels fait face la Côte d'Ivoire dans sa quête d'émergence. Irène Papadina pour les précisions. De vastes opérations de déguerpissement ont eu lieu dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin de lutter contre le désordre urbain, créant ainsi le mécontentement chez les populations. Face à ces situations, la société civile a organisé un panel samedi dernier afin de proposer des solutions pour endiguer ce phénomène dans la capitale économique ivoirienne. La Côte d'Ivoire étant sur la voie de l'émergence se heurte à d'énormes difficultés malgré les efforts de l'État. Selon les experts présents à ce panel, plusieurs solutions restent encore à être mises en place, à savoir l'accentuation des lois sur la protection de l'environnement et faciliter la décentralisation de la ville d'Abidjan. L'explosion démographique et l'urbanisme impactent beaucoup sur l'environnement, la santé et le bien-être. La population actuelle de la Côte d'Ivoire est de 29 395 554 habitants. Le district autonome d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, détient la plus forte concentration d'habitants qui fait grimper le taux de pollution et d'insalubrité. L'État ivoirien a depuis quelques mois mis en place une autre politique de déguerpissement des zones à risque d'inondation afin de rediriger les populations vers les périphéries de la ville. Alors que les épisodes de sécheresse se multiplient un peu partout en Libye, la sécurité hydrique des populations demeure une priorité pour le gouvernement de Tripoli. Celui-ci vient de dévoiler un important projet d'approvisionnement en eau du pays. Il repose sur la réalisation de 207 puits d'eau qui seront répartis sur 5 zones dans le pays. Alexandra Dekambi pour les détails. Le nouveau projet d'approvisionnement en eau a été dévoilé le 28 février 2024 par Abdelmaïd Deiba, qui dirige le gouvernement de Tripoli, l'un des deux gouvernements libyens. Il repose essentiellement sur la construction de puits d'eau. L'objectif est de renforcer la desserte en eau des ménages et des agriculteurs dans le pays d'Afrique du Nord. Plus précisément, 207 puits d'eau seront construits par l'autorité exécutive pour le forage et l'entretien des puits d'eau, choisi comme agent de mise en œuvre du projet par le gouvernement de Tripoli, qui est le gouvernement reconnu par la communauté internationale, alors que la Libye est déchirée par plus d'une décennie de guerre civile. Les nouvelles installations seront réparties entre la région orientale, la région occidentale, dans le sud et dans la région du sud-est située dans la partie de la Libye gouvernée par Abdelmaïd Deiba. La capacité de production journalière attendue est de 37 000 m3 par l'ensemble des puits d'eau.
Ce projet intervient 4 mois après la présentation du plan national de l'eau et de l'assainissement du gouvernement de Tripoli qui sera mis en œuvre à compter de cette année 2024 jusqu'à 2050. L'objectif étant de sécuriser ces services essentiels en Libye. Actuellement, le pays a besoin de 2 millions de mètres cubes par jour pour satisfaire la demande de ses populations, mais n'est capable que d'en produire 1,4 million de mètres cubes, soit un déficit de 580 000 mètres cubes par jour. Et le peu de ressources disponibles se raréfie en raison de la sécheresse. Parlons toujours de l'eau. Un récent rapport publié par les Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau révèle que 2,2 milliards de la population mondiale vit sans eau potable. Par ailleurs, 3,5 milliards de personnes ne disposent pas de moyens d'assainissement adéquats. Léonce Sago. 2,2 milliards de personnes sont sans accès à une source d'eau, un chiffre alarmant selon l'ONU qui souligne l'immensité du défi mondial de garantir un accès universel à des ressources hydriques salubres. Le rapport effectué par l'ONU est intitulé « Eau pour la prospérité et la paix » met la lumière sur les conséquences dévastatrices de la pénurie d'eau, intensifiant les tensions et les conflits dans de nombreuses régions du monde. Selon Li-Feng Li, directeur de la division des terres et des eaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette situation présente des défis considérables et complexes. Parmi les pays les plus touchés par la crise de l'eau, se trouve en première ligne le Zimbabwe, confronté à une sécheresse ardente depuis l'année dernière. Ceci a occasionné de réelles craintes concernant l'échec des récoltes, avec plus de 2 millions de personnes susceptibles de faire face à la famine dans le pays. Cette crise de l'eau qui sévit également chez certains voisins du Zimbabwe est en grande partie due à El Niño et au changement climatique, exacerbant les conditions de vie déjà précaires dans ces régions. Alors que le rapport souligne l'urgence de la situation, il appelle également à une action concertée et à des investissements conséquents dans des infrastructures et programmes qui visent à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Il insiste sur l'importance de l'eau comme ressource naturelle indispensable au développement durable, à l'agriculture et à la paix mondiale. Cette publication intervient dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, où la question de l'eau devient de plus en plus cruciale, soulignant la nécessité d'une coopération mondiale afin de relever les défis liés à la gestion et à la préservation des ressources hydriques. Les vignobles européens pourront-ils produire du vin de qualité à l'avenir? C'est la question principale que se pose une étude sur l'évolution des régions viticoles dans le monde face au changement climatique. Alors que certaines régions courent un grand danger, d'autres par contre pourraient s'en sortir sans difficulté. Retrouvons Léonce Sago. L'étude concerne une cartographie mondiale de l'évolution des régions viticoles face au changement climatique. Elle a été publiée dans la revue scientifique Nature Reviews Earth and Environment. Des chercheurs de Bordeaux y ont collaboré. D'après eux, 90% des régions viticoles du sud de l'Europe et de la Californie risquent de perdre leur aptitude à produire du vin de qualité. Si le réchauffement global se poursuit et dépasse les 2 degrés, il y aura selon cette étude des gagnants et des perdants. Les perdants, ce sont les viticulteurs grecs, italiens et espagnols. Ceux-ci verront leur vin perdre en qualité et leur rendement se détériorer. La hausse des températures aura un impact sur le goût et l'acidité des raisins et aussi sur les teneurs en alcool. Ce qui se fait déjà ressentir avec des vendanges qui ont lieu 2 à 3 semaines plus tôt qu'il y a 40 ans. Le sud de la France devrait être relativement épargné. Les chercheurs à l'origine de cette étude préconisent aux viticulteurs de s'adapter en variant les cépages. Kees van Leuven, professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro, recommande ceux qui sont originaires du bassin méditerranéen comme le Mourvèdre, le Grenache et le Carignan. Il explique que ce sont des cépages très bien adaptés aux conditions chaudes et sèches, en précisant qu'il n'est pas question de compter sur l'irrigation pour contrer les effets du changement climatique. D'autres régions, en revanche, pourraient voir leur potentialité viticole croître, notamment le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas et même le Danemark. Mais d'après les chercheurs, tant que le réchauffement est maintenu sous le seuil des 2 degrés, les viticulteurs pourraient encore s'adapter. Et pour clore cette édition, allons en Italie.
Le gouvernement de ce pays vient d'édicter de nouvelles règles qui s'appliqueront à toutes les stations balnéaires à partir de l'été 2024. Celles-ci obligent les exploitants à proposer à leurs clients des douches alimentées à de l'eau potable. Actuellement, de nombreux établissements balnéaires sont uniquement reliés à des fontaines agréées dont la qualité de l'eau est régulièrement contrôlée en laboratoire. Rafietou Mbireko. La nouvelle législation italienne sur l'utilisation de l'eau potable pour les douches va entraîner d'importants investissements dans les stations balnéaires. Les mises en garde contre le manque d'eau déclenchent un débat sur le sens de cette mesure. Cette nouvelle réglementation stipule notamment que toute eau qui entre en contact, sous quelque forme que ce soit avec un humain, doit être potable. Pour les exploitants des stations balnéaires, ce changement signifie surtout une augmentation des coûts. En effet, il faut installer de nouvelles conduites d'eau sur les plages, a souligné Carlo Rissi de l'Association des exploitants de plages. Plusieurs exploitants de stations balnéaires s'opposent à la nouvelle réglementation et ont demandé son abrogation. En Toscane, les politiciens régionaux veulent organiser une table ronde avec les autorités sanitaires locales et les exploitants des établissements de baignade afin de trouver une solution commune, par exemple en prolongeant la période de transition. Ils estiment que les coûts élevés des douches à l'eau potable se seront percutés sur les touristes. Selon les communes, c'est justement en période de pénurie d'eau et de sécheresse que la nouvelle réglementation sur la douche n'a pas de sens. En outre, ces règles risquent de provoquer des difficultés d'approvisionnement pendant la saison estivale, en particulier dans les localités accueillant de nombreux touristes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur Green TV International.